Le 23 mai 1981, 24 enfants de 11 ans quittent leur école primaire de Marseille pour une excursion éducative dans les Calanques. Le soir même, seulement 12 enfants rentrent chez eux. Les 12 autres ont disparu, sans laisser la moindre trace. Leur professeur, Vincent Leclerc, est retrouvé en état de choc profond, incapable de prononcer un seul mot cohérent. Malgré des recherches impliquant plus de 300 personnes pendant des semaines, aucun indice, aucun vêtement, aucun signe de vie n'est découvert. Pendant 29 années, les familles vivent dans un cauchemar sans réponse. Puis en 2010, lors de travaux de rénovation urbaine dans un ancien bâtiment scolaire, quelqu'un décide enfin de parler. Ce témoignage va révéler une vérité que personne n'aurait pu imaginer. Comment 12 enfants peuvent-ils disparaître en plein jour sous la surveillance d'un enseignant? Et surtout, pourquoi a-t-il fallu attendre près de 3 décennies pour que la vérité éclate? Avant de continuer avec cette histoire troublante, si vous appréciez les affaires mystérieuses, réelles comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Marseille, au début des années 80, est une ville en pleine transformation. Le quartier de Saint-Charles, situé près de la gare centrale, abrite depuis plus de 50 ans l'école primaire Jules Ferry. C'est un établissement modeste de 3 étages, avec des murs en pierre calcaire typiques de la région, construit en 1928. Les façades portent encore les traces des bombardements de la Seconde Guerre mondiale, jamais complètement réparées par manque de budget municipal. Les salles de classe sentent la craie et le bois ciré. Les fenêtres hautes laissent entrer la lumière méditerranéenne qui dessine des rectangles lumineux sur les parquets usés. En cette année 1981, la France vit un moment politique intense. François Mitterrand vient d'être élu président de la République le 10 mai. Et tout le pays parle encore de ce changement historique. Dans les rues de Marseille, les conversations s'animent autour de ce tournant politique. Mais dans les foyers, la vie quotidienne continue avec ses routines et ses préoccupations ordinaires. La classe de 6e année de M. Vincent Leclerc compte 24 élèves. Vincent Leclerc a 35 ans en 1981. C'est un homme méthodique, apprécié par ses collègues et respecté par les parents d'élèves. Il enseigne depuis 12 ans, toujours dans cette même école. Grand, mince, avec des lunettes à monture épaisse caractéristiques de l'époque, il porte systématiquement une cravate et un pullover en laine, même pendant les journées chaudes du printemps marseillais. Ses élèves le décrivent comme strict mais juste, quelqu'un qui n'élève jamais la voix, mais dont le simple regard suffit à ramener l'ordre dans la classe. Parmi ses élèves, Sophie Laroche est une fillette discrète aux cheveux châtains, coupés au carré, qui porte toujours des lunettes rondes et passe ses récréations à lire dans un coin de la cour. Elle vit avec sa mère, Hélène, infirmière à l'hôpital de la Conception, et son père, Daniel, employé au dock du port. Ils habitent un petit appartement de 3 pièces au 4e étage d'un immeuble de la rue Nationale. Sophie est fille unique, et ses parents travaillent dur pour lui offrir une éducation qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir. La meilleure amie de Sophie est Claire Beaumont, son exact opposé. Claire est extravertie, toujours souriante, avec de longues boucles blondes et une énergie débordante. Elle vit dans une maison avec jardin du quartier de Bonneveine, dans une famille plus aisée. Son père, Antoine Beaumont, est comptable dans une entreprise d'import-export, et sa mère, Martine, ne travaille pas et s'occupe de Claire et de ses 2 petits frères. Malgré leurs différences sociales, Sophie et Claire sont inséparables depuis la maternelle. L'école Jules Ferry compte également Marcel Girard comme concierge et homme d'entretien. En 1981, Marcel a 39 ans. C'est un homme trapu, aux mains calleuses, qui travaille dans cet établissement depuis 1975. Il connaît chaque recoin du bâtiment, chaque fissure dans les murs, chaque grincement des vieilles portes. Les enfants le trouvent un peu bourru, mais Marcel est simplement quelqu'un de peu bavard, qui préfère la compagnie de ses outils à celle des gens. Il vit seul dans un petit studio de la rue d'Aubagne, à 15 minutes à pied de l'école.
Marcel est veuf depuis 1978, sa femme étant décédée d'un cancer. Ils n'ont jamais eu d'enfant. La directrice de l'école, Madame Geneviève Arnaud, a 52 ans. C'est une femme autoritaire qui dirige l'établissement d'une main de fer depuis 1976. Elle est connue pour sa rigueur administrative et son souci constant de maintenir la réputation de l'école. Chaque mois, elle organise des réunions avec les enseignants pour discuter des progrès des élèves et planifier les activités éducatives. Au printemps 1981, Monsieur Leclerc propose d'organiser une sortie éducative dans les Calanques, ces formations rocheuses spectaculaires qui bordent la côte méditerranéenne entre Marseille et Cassis. Il a déjà organisé cette excursion les 2 années précédentes sans le moindre problème. L'objectif pédagogique est d'étudier la géologie locale, la faune et la flore méditerranéenne. Les parents signent les autorisations, enthousiastes à l'idée que leurs enfants découvrent ce patrimoine naturel exceptionnel. Le matin du 23 mai 1981 est une journée typique du printemps marseillais. Le ciel est d'un bleu intense, sans le moindre nuage. La température atteint déjà 22 degrés à 8 heures du matin, promettant une journée chaude. Les cigales ont commencé leur chant matinal dans les arbres de la cour d'école. À 8h30 précise, les 24 enfants se rassemblent devant l'entrée de l'école Jules Ferry. Ils portent tous des sacs à dos contenant leur pique-nique, une bouteille d'eau et un cahier pour prendre des notes. Sophie Laroche porte un short bleu marine et un t-shirt blanc avec des rayures rouges. Claire Beaumont a mis sa robe d'été préférée, jaune pâle avec de petites fleurs blanches. Les autres enfants sont tout aussi excités, bavardant et riant, impatients de commencer l'aventure. Monsieur Leclerc fait l'appel nominal de chaque élève, cochant les noms sur sa liste, attachée à une planchette en bois. Il porte un pantalon beige, une chemise blanche et son éternel pullover gris. Autour de son cou pend un sifflet argenté qu'il utilise pour rassembler les enfants lors des sorties. Il compte les élèves une première fois, 24, puis une seconde fois pour être certain. 24 enfants présents. Madame Arnaud, la directrice, sort de son bureau pour donner les dernières recommandations. Elle rappelle à Monsieur Leclerc qu'il doit être de retour avant 16h30, que les enfants doivent rester groupés en permanence et qu'il doit appeler l'école depuis une cabine téléphonique s'il y a le moindre problème. Elle remet à l'enseignant une enveloppe contenant de la monnaie pour les appels d'urgence et le numéro de téléphone direct de son bureau. Marcel Girard observe la scène depuis la loge du concierge, située juste à côté du portail principal. Il a ouvert les grandes portes en fer forgé quelques minutes plus tôt. Il remarque que M. Leclerc semble légèrement nerveux, vérifiant plusieurs fois sa liste et sa montre. Marcel trouve cela normal pour quelqu'un qui s'apprête à gérer 24 enfants excités pendant toute une journée. À 8h45, le groupe monte dans un autocar de la compagnie de transport locale. Le véhicule, un modèle Saviem des années 70 de couleur crème et orange, est conduit par Robert Castellane, un chauffeur expérimenté de 53 ans qui travaille pour les écoles marseillaises depuis 20 ans. Les enfants s'installent bruyamment, se disputant les places près des fenêtres. Sophie et Claire s'assoient ensemble à mi-hauteur du bus, côté droit. Monsieur Leclerc s'installe à l'avant, juste derrière le chauffeur, d'où il peut surveiller l'ensemble du groupe. Le trajet jusqu'aux Calanques dure environ 40 minutes. Le bus longe d'abord la corniche Kennedy, cette route panoramique qui offre des vues spectaculaires sur la Méditerranée. Les enfants collent leur visage aux vitres, émerveillés par l'eau turquoise qui scintille sous le soleil. Quelques bateaux de pêche rentrent au port, laissant des sillages blancs sur la surface calme de la mer. Ils arrivent au parking de la Calanque de Sormiou à 9h35. C'est un espace en terre battue qui peut accueillir une 50aine de véhicules. À 7 heures matinales, seulement 7 ou 8 voitures sont déjà stationnées, appartenant principalement à des randonneurs et quelques pêcheurs locaux. L'air sent le thym sauvage et le romarin qui poussent en abondance sur les collines environnantes. Au loin, on entend le cri des mouettes et le léger clapotis des vagues contre les rochers. Monsieur Leclerc descend le premier et compte à nouveau ses élèves en les faisant sortir un par un du bus. 24. Il note l'heure exacte dans son carnet.
9h38. Robert Castellane, le chauffeur, informe l'enseignant qu'il reviendra à 15h30 précise pour le retour. Monsieur Leclerc confirme, et le bus repart dans un nuage de poussière. L'enseignant rassemble les enfants en demi-cercle et leur rappelle les consignes de sécurité. Ils doivent rester ensemble en permanence, ne pas s'approcher trop près du bord des falaises, ne pas toucher aux plantes ou animaux inconnus et boire régulièrement de l'eau. Il explique qu'ils vont suivre le sentier balisé qui descend vers la Calanque, observer la végétation méditerranéenne, étudier les formations rocheuses calcaires, puis déjeuner sur la plage avant de remonter pour reprendre le bus. Le groupe commence sa descente à 9h45. Le sentier est rocailleux mais bien tracé, serpentant entre les pins d'Alep et les chênes kermès. La pente est modérée, accessible pour des enfants de 11 ans en bonne condition physique. Monsieur Leclerc marche en tête, s'arrêtant régulièrement pour montrer une plante particulière ou expliquer la formation géologique des calanques. Les enfants notent des observations dans leurs cahiers. Sophie Laroche remarque des lézards verts qui se chauffent sur les pierres. Claire Beaumont ramasse des morceaux de calcaire blanc pour sa collection personnelle. Les autres enfants suivent, certains traînant un peu les pieds dans la chaleur croissante, d'autres courant d'un point d'intérêt à l'autre. À 10h20, ils atteignent un premier point de vue panoramique. De là, on peut observer toute la Calanque, l'eau cristalline, les falaises blanches qui plongent dans la mer, et au loin, les îles du Frioul. Monsieur Leclerc en profite pour faire une pause. Les enfants s'assoient sur les rochers, boivent de l'eau et profitent du spectacle. L'enseignant compte à nouveau ses élèves. 24. Tout va bien. Ils reprennent la descente à 10h35. Le sentier devient un peu plus raide à mesure qu'ils s'approchent du niveau de la mer. À un moment, le chemin se divise en deux. Le sentier principal, bien balisé avec des marques de peinture rouge, continue vers la gauche en zigzag. Un autre sentier, moins évident, part vers la droite à travers une zone plus rocheuse. Une petite pancarte en bois indique que le sentier de droite est fermé pour travaux de sécurisation. Monsieur Leclerc choisit évidemment le sentier principal de gauche. Il fait signe aux enfants de le suivre, mais dans l'excitation et la chaleur, le groupe s'étire progressivement. Certains enfants sont à moins de 5 mètres derrière l'enseignant, d'autres traînent à 15 ou 20 mètres. Sophie et Claire marchent ensemble, environ à mi-chemin du groupe. C'est à ce moment précis, à 10h47 selon les témoignages ultérieurs reconstitués, que tout bascule. Mais personne ne s'en rend compte immédiatement. Le groupe continue d'avancer, chacun concentré sur où il met les pieds sur le terrain accidenté. Monsieur Leclerc atteint la plage de la Calanque à 11h05. C'est une petite plage de galets blancs, bordée de chaque côté par d'impressionnantes falaises calcaires. L'eau est d'une clarté parfaite, permettant de voir les poissons nager près du rivage. Quelques personnes sont déjà installées sur la plage. Un couple âgé sous un parasol, 3 jeunes hommes qui préparent leur équipement de plongée, et une famille avec 2 petits-enfants. L'enseignant se retourne pour rassembler ses élèves et organiser le pique-nique. C'est à cet instant qu'il réalise que quelque chose ne va pas. Il compte les enfants autour de lui. 12. Il compte à nouveau, pensant s'être trompé. 12. Son cœur commence à battre plus vite. Il regarde vers le sentier, s'attendant à voir les autres arriver. Personne. Il crie leur nom. Pas de réponse. Il demande aux 12 enfants présents où sont les autres. Personne ne sait. Tout le monde pensait que le reste du groupe était devant ou derrière. Monsieur Leclerc sent la panique monter. Il ordonne aux 12 enfants de rester exactement où ils sont, de ne pas bouger. Il remonte en courant le sentier, appelant les noms des élèves manquants. Sa voix résonne contre les parois rocheuses. Claire, Sophie, Luc, Antoine, Marguerite, Marine. 12 noms qu'il hurle encore et encore. Aucune réponse ne lui parvient, seulement l'écho de sa propre voix et le cri lointain des mouettes. Il arrive à la bifurcation où le sentier se divisait. Il regarde vers le sentier fermé de droite. Aucun signe d'activité. Il continue à crier. Rien. Il redescend vers la plage en courant, le souffle court, le visage rouge, la sueur trempant sa chemise. Il vérifie une dernière fois 12 enfants présents. Claire Beaumont manque à l'appel. Sophie Laroche manque à l'appel.
10 autres enfants manquent à l'appel. À 11h15, Monsieur Leclerc demande à un des jeunes plongeurs s'il peut utiliser sa voiture pour aller appeler la police. L'homme, voyant l'état de panique de l'enseignant, accepte immédiatement. Ils remontent ensemble au parking en voiture, laissant les 12 enfants sous la surveillance du couple âgé sur la plage. Dans une cabine téléphonique près du parking, Monsieur Leclerc compose le 17, le numéro d'urgence de la police. Sa voix tremble quand il explique la situation à l'opérateur. 12 enfants ont disparu quelque part sur le sentier des Calanques. Il ne sait pas où, il ne sait pas quand exactement. Il donne tous les détails. Leurs noms, leurs âges, leurs descriptions physiques, les vêtements qu'ils portaient. À 11h32, la première patrouille de gendarmerie arrive sur place. À 11h50, 6 autres véhicules de police sont stationnés dans le parking. À 12h15, les équipes de recherche et de sauvetage en montagne sont déployées. À 13h, un hélicoptère de la gendarmerie nationale survole la zone. Entre-temps, les 12 enfants présents sont interrogés un par les enquêteurs. Aucun ne peut expliquer exactement ce qui s'est passé. Certains disent qu'ils pensaient que les autres étaient devant. D'autres affirment qu'ils croyaient que le reste du groupe les suivait. Personne n'a entendu de cris. Personne n'a vu quoi que ce soit d'anormal. C'est comme si 12 enfants s'étaient évaporés dans l'air chaud de cette matinée de mai. Monsieur Leclerc est en état de choc. Il répète sans cesse « Je les ai comptés. 24. Ils étaient 24. » Les gendarmes lui posent des dizaines de questions. À quelle heure exactement ont-ils quitté le parking? Où était-il quand il a réalisé la disparition? Combien de temps s'est écoulé entre le départ du parking et l'arrivée sur la plage? Avait-il remarqué quelque chose d'inhabituel? Quelqu'un suivait-il le groupe? L'enseignant essaie de répondre, mais ses souvenirs sont déjà confus. Le traumatisme commence à fragmenter sa mémoire des événements. Il se souvient de la bifurcation du sentier. Il se souvient d'avoir pris à gauche. Mais après, tout devient flou. À 14h30, les premières familles commencent à arriver, alertées par la police. Hélène et Daniel Laroche arrivent dans leur vieille Peugeot 304 bleue, le visage marqué par l'angoisse. Antoine et Martine Beaumont débarquent dans leur Renault 16 grise, Martine en larmes avant même de sortir du véhicule. Les autres parents se succèdent, créant une scène de chaos émotionnel dans le parking. Les recherches se poursuivent jusqu'à la tombée de la nuit. Plus de 200 personnes ratissent les sentiers, les zones rocheuses, les grottes naturelles de la région. Des plongeurs explorent les eaux au pied des falaises, craignant que les enfants soient tombés et se soient noyés. Rien. Aucune trace, aucun vêtement, aucun objet personnel, aucun signe de lutte ou d'accident. Le soir du 23 mai, à 20h30, 12 enfants rentrent chez eux avec leurs parents traumatisés. 12 autres restent portés disparus, et personne ne comprend comment c'est possible. Les jours qui suivent, le 23 mai 1981, se transforment en un cauchemar éveillé pour 12 familles marseillaises. Le 24 mai au matin, les recherches reprennent avec une ampleur sans précédent. Le préfet des Bouches-du-Rhône mobilise tous les moyens disponibles. 300 gendarmes, pompiers, bénévoles et membres de la protection civile peignent méthodiquement chaque mètre carré des Calanques dans un rayon de 5 km autour du dernier point connu du groupe. Des chiens pisteurs sont amenés depuis Lyon. On leur fait sentir les vêtements des enfants disparus, conservés précieusement par les parents. Les chiens suivent des pistes qui s'arrêtent inexplicablement au milieu de nulle part, comme si les enfants s'étaient volatilisés. Les maîtres chiens, pourtant expérimentés, ne peuvent donner aucune explication rationnelle à ce phénomène. L'inspecteur Jean-Marc Fontaine, 42 ans, de la police judiciaire de Marseille, prend la direction de l'enquête criminelle le 25 mai. C'est un homme aux cheveux grisonnants, au visage marqué par 20 ans de carrière, à résoudre les affaires les plus sombres de la cité phocéenne. Il a travaillé sur des enlèvements, des homicides, des disparitions inquiétantes. Mais jamais il n'a été confronté à quelque chose d'aussi incompréhensible que 12 enfants qui disparaissent simultanément sans laisser la moindre trace. Sa première hypothèse est l'enlèvement collectif,
Mais comment enlever 12 enfants en plein jour, sur un sentier fréquenté, sans que personne ne voie ou n'entende quoi que ce soit? Il interroge tous les randonneurs, pêcheurs et visiteurs présents dans les calanques ce jour-là. 27 personnes sont identifiées et questionnées. Aucune n'a remarqué quoi que ce soit d'anormal. Personne n'a vu de véhicule suspect. Personne n'a croisé un groupe d'enfants non accompagnés. L'inspecteur Fontaine interroge longuement M. Leclerc. L'enseignant a été hospitalisé le soir du 23 mai pour un choc nerveux sévère. Il reste 2 jours à l'hôpital de la Timone, sous observation psychiatrique. Quand Fontaine peut enfin lui parler, le 26 mai, Leclerc est un homme brisé. Il répète inlassablement les mêmes phrases, comme un disque rayé. Ils étaient là, puis ils n'étaient plus là. Je ne comprends pas, je les avais comptés. L'enquêteur essaie de reconstituer minute par minute la matinée du 23 mai. Mais les souvenirs de Leclerc sont fragmentés, contradictoires. Parfois il dit qu'il marchait devant le groupe, parfois il affirme qu'il était au milieu. Les 12 enfants rescapés sont interrogés séparément, en présence de psychologues spécialisés dans l'audition des mineurs. Leurs témoignages sont tout aussi flous et incohérents. Le 27 mai, les médias nationaux s'emparent de l'affaire. Les journaux télévisés de 20h sur TF1 et Antenne 2 ouvrent sur la mystérieuse disparition des 12 enfants de Marseille. Des photos des disparus sont diffusées partout. Le standard téléphonique de la gendarmerie est submergé d'appels. Des dizaines de témoignages arrivent, mais tous se révèlent être des confusions ou de fausses alertes. Hélène Laroche, la mère de Sophie, ne dort plus. Elle passe ses nuits à marcher dans l'appartement, regardant fixement la chambre vide de sa fille. Le lit est fait, les poupées sont rangées sur l'étagère, les livres sont alignés sur le bureau. Tout est exactement comme Sophie l'a laissé le matin du 23 mai. Hélène refuse de toucher à quoi que ce soit, comme si garder la chambre intacte pouvait ramener sa fille. Elle a demandé un congé sans solde à l'hôpital. Elle ne peut pas travailler, elle ne peut pas penser à autre chose qu'à Sophie. Daniel, son mari, réagit différemment. Il s'investit corps et âme dans les recherches. Chaque jour, il part à l'aube vers les calanques avec d'autres parents et des bénévoles. Ils explorent des zones que la police a déjà fouillées, espérant trouver ce que les professionnels ont manqué. Ils appellent les noms des enfants jusqu'à en perdre la voix. Ils regardent dans chaque grotte, derrière chaque rocher, sous chaque buisson. Rien, toujours rien. Martine Beaumont, la mère de Claire, sombre dans une dépression profonde. Elle est hospitalisée en psychiatrie début juin après une tentative de suicide. Elle ne supporte pas l'idée que sa fille puisse être quelque part, effrayée, en danger, l'appelant à l'aide, alors qu'elle ne peut rien faire. Son mari Antoine doit s'occuper seul de leurs 2 jeunes fils, tout en maintenant son travail. La famille se disloque sous le poids du chagrin. L'école Jules Ferry rouvre après 2 semaines de fermeture. Une cellule psychologique est mise en place pour les élèves et le personnel. Beaucoup d'enfants, même ceux qui n'étaient pas dans la classe de M. Leclerc, développent des troubles anxieux, des cauchemars, des peurs irrationnelles. Les 12 rescapés de l'excursion sont particulièrement affectés. Certains refusent de retourner à l'école. D'autres développent un sentiment de culpabilité incompréhensible, comme s'ils étaient responsables de ne pas avoir remarqué plus tôt la disparition de leurs camarades. M. Vincent Leclerc ne retourne jamais enseigner. Il est placé en arrêt maladie longue durée. Les rumeurs circulent rapidement dans le quartier de Saint-Charles. Certains l'accusent de négligence criminelle. D'autres murmurent des théories plus sombres. Des graffitis apparaissent sur les murs près de son domicile. Où sont les enfants? Leclerc assassin. Il doit déménager discrètement en juillet pour échapper au lynchage médiatique et social. Marcel Girard, le concierge de l'école, observe tout cela avec une tristesse silencieuse. Il continue son travail quotidien, nettoyant les salles de classe, réparant les fenêtres cassées, tondant la pelouse de la petite cour. Mais quelque chose a changé en lui. Il devient encore plus renfermé, parlant à peine même aux enseignants qu'il connaît depuis des années. Lors de son entretien avec l'inspecteur Fontaine, le 30 mai, il déclare n'avoir rien remarqué d'inhabituel le matin du 23 mai. Le groupe est parti à l'heure prévue. Monsieur Leclerc semblait normal. Les enfants étaient excités, mais bien disciplinés.
Rien de plus à signaler. Madame Arnaud, la directrice, fait face à une pression administrative énorme. Le rectorat de l'Académie d'Aix-Marseille ouvre une enquête interne pour déterminer si les protocoles de sécurité ont été respectés. Les autorisations parentales sont examinées. Les assurances sont contactées. Des avocats commencent à être consultés par certaines familles qui envisagent des poursuites contre l'éducation nationale. En juin 1981, les recherches actives diminuent progressivement. Il n'y a plus rien à chercher. Chaque centimètre carré a été exploré plusieurs fois. Les grottes sous-marines ont été fouillées par des plongeurs professionnels. Les zones rocheuses, escarpées, ont été inspectées par des alpinistes. Les bois et les collines environnantes ont été passés au peigne fin. Pas un cheveu, pas un bouton, pas un lacet de chaussure. Rien qui puisse indiquer ce qui est arrivé à ces 12 enfants. L'inspecteur Fontaine développe plusieurs théories. La première, un enlèvement organisé par un réseau criminel. Mais pourquoi 12 enfants d'un coup? Comment les avoir transportés sans véhicule visible? Aucune demande de rançon n'est jamais reçue. La seconde théorie, un accident collectif, une chute dans une crevasse ou une grotte encore inconnue. Mais les spéléologues locaux affirment connaître chaque cavité de la région. Et les chiens auraient trouvé quelque chose. La troisième théorie, une fugue collective, aussi improbable que cela paraisse. Mais 12 enfants de 11 ans ne peuvent pas survivre seuls, sans ressources et sans être repérés quelque part. Aucune de ces théories ne tient vraiment debout. Fontaine se retrouve face à une impossibilité logique. Les enfants ne peuvent pas avoir disparu, et pourtant, ils ont disparu. En juillet, certaines familles organisent des cérémonies commémoratives, sans corps, sans tombe, juste des rassemblements pour pleurer ensemble. D'autres refusent catégoriquement. Tant qu'il n'y a pas de preuve de décès, il y a de l'espoir. Hélène Laroche fait partie de ce second groupe. Elle continue de mettre le couvert pour Sophie chaque soir. Elle laisse la lumière allumée dans la chambre de sa fille. Elle attend. Les années passent. 1982. 1983. L'affaire reste dans tous les esprits à Marseille. Mais progressivement, la vie reprend ses droits. Les journaux n'en parlent plus qu'aux anniversaires de la disparition. Puis même ces articles deviennent plus rares. En 1986, 5 ans après les faits, une déclaration judiciaire d'absence est prononcée pour les 12 enfants. Légalement, ils sont considérés comme décédés, même sans corps. Certaines familles peuvent enfin commencer un processus de deuil. D'autres, comme la famille Laroche, refusent d'accepter cette décision administrative. Daniel Laroche meurt d'une crise cardiaque en 1989. Il avait 51 ans. Les médecins parlent de cause naturelle, mais tous ceux qui le connaissaient savent que c'est le chagrin qui l'a tué. Hélène se retrouve seule dans l'appartement de la rue Nationale, avec les fantômes de son mari et de sa fille. Monsieur Leclerc vit reclus dans un petit village de Provence, loin de Marseille. Il ne parle à personne de son passé. Il survit avec sa petite pension d'invalidité. Parfois, la nuit, il se réveille en sueur, croyant entendre les voix des enfants l'appeler. Ils étaient 24, puis 12. Comment est-ce possible? L'inspecteur Fontaine prend sa retraite en 1995. L'affaire des 12 enfants disparus reste le seul échec complet de sa carrière. Il a gardé toutes les pièces du dossier dans son bureau personnel. Parfois, il les ressort, les relit, cherchant ce qu'il a pu manquer, il n'a jamais trouvé. En 2000, presque 20 ans après la disparition, l'école Jules Ferry subit une première vague de rénovation. Les vieilles fenêtres sont remplacées, les peintures refaites, des ordinateurs installés dans les salles de classe. Marcel Girard est toujours là, maintenant âgé de 58 ans. Il a vieilli prématurément, ses cheveux complètement blancs, son dos voûté par des années de travail physique. Il connaît mieux que quiconque chaque recoin de ce bâtiment. Il a ses routines, ses habitudes, ses secrets. En janvier 2010, 29 ans après la disparition, la ville de Marseille lance un vaste programme de rénovation urbaine dans le quartier de Saint-Charles. Plusieurs bâtiments anciens doivent être démolis ou entièrement réhabilités. L'école Jules Ferry fait partie des édifices concernés. Les bâtiments annexes, construits dans les années 60 et jugés vétustes et dangereux,
doivent être rasés pour faire place à des structures modernes répondant aux normes de sécurité actuelles. Marcel Girard a maintenant 68 ans. Il aurait dû prendre sa retraite à 60 ans, mais l'administration, par commodité et par habitude, l'a gardé avec des contrats renouvelés d'année en année. Il est devenu une institution, un meuble de l'école, quelqu'un dont on oublie presque l'existence tellement il fait partie du paysage. Le 15 janvier 2010, les premiers ouvriers arrivent pour commencer les travaux de démolition des bâtiments annexes. Marcel les observe depuis la fenêtre de sa loge. Il voit les hommes en gilets fluorescents établir un périmètre de sécurité, installer leurs machines, leurs bennes. Il sent une angoisse sourde monter en lui, une sensation qu'il n'a pas ressentie depuis très longtemps. Le 19 janvier, la démolition commence par la partie est du bâtiment annexe, une structure de 2 étages qui abritait autrefois des salles de classe supplémentaires et des espaces de stockage. À midi, les ouvriers font une pause déjeuner. Marcel s'approche de la zone en chantier, jetant un regard inquiet vers les sections déjà partiellement détruites. C'est le 20 janvier, en fin d'après-midi, qu'un événement se produit. Un des ouvriers, en déblayant des gravats dans ce qui était le sous-sol du bâtiment annexe, découvre quelque chose d'inhabituel. Une partie du sol en béton semble creuse quand on tape dessus. Il appelle son contremaître. Ensemble, ils dégagent davantage de débris et découvrent ce qui ressemble à une trappe en métal, cachée sous plusieurs couches de béton coulées par-dessus au fil des décennies. Le contremaître décide d'ouvrir cette trappe pour vérifier ce qu'il y a en dessous avant de continuer la démolition. C'est une procédure standard. On ne peut pas se permettre de laisser des espaces vides qui pourraient causer un effondrement. Avec l'aide de 2 ouvriers, ils forcent la trappe rouillée. Elle cède dans un grincement métallique après plusieurs minutes d'effort. En dessous, il y a une sorte de pièce souterraine, un espace d'environ 4 mètres sur 5 avec un plafond bas. L'air qui s'en échappe est vicié, chargé d'humidité et d'une odeur de moisi insupportable. Le contremaître braque sa lampe torche à l'intérieur. Ce qu'il voit le fait reculer immédiatement. Il devient pâle. Un des ouvriers vomit sur place. Un autre sort en courant pour appeler la police. Dans cette pièce souterraine, il y a des ossements humains. Beaucoup d'ossements. À première vue, ils semblent appartenir à plusieurs individus, peut-être des enfants ou de jeunes adolescents au vu de leur taille. Ils sont dispersés dans l'espace, certains encore partiellement vêtus de lambeaux de tissus décomposés. Il y a aussi des objets, des sacs à dos pourris, des bouteilles en plastique vides, des chaussures d'enfants. À 15h45, la police sécurise la scène. À 16h30, une équipe médico-légale arrive sur place. À 17h15, le procureur de la République de Marseille est informé. À 18h, les premières analyses sont faites. Le médecin légiste, une femme de 52 ans nommée docteur Sylvie Renaud, examine les restes avec une méticulosité professionnelle. Elle compte les ossements. 12 squelettes complets ou presque complets. Tous semblent appartenir à des enfants d'environ 10 à 12 ans au moment du décès. L'état de décomposition et les conditions de conservation sont cohérents avec un enterrement ou une réclusion depuis environ 25 à 30 ans. Le 21 janvier au matin, les médias explosent. La découverte fait la une de tous les journaux. Les 12 enfants disparus retrouvés sous leur école. Les images de la scène, bien que censurées, circulent. Les familles sont contactées d'urgence par la police. Hélène Laroche, maintenant âgée de 76 ans, reçoit l'appel à 8h du matin. Une voix posée mais grave lui explique qu'il faut qu'elle vienne au commissariat central. Des ossements ont été trouvés. Il faut procéder à des identifications ADN. Hélène n'arrive pas à respirer. Après 29 ans d'attente, d'espoir insensé, de refus d'accepter, la réalité la frappe comme un coup de poing. Les analyses ADN prennent plusieurs jours. Les familles doivent fournir des échantillons pour comparaison. Le processus est long, minutieux. Le 26 janvier, les résultats tombent. Les 12 squelettes correspondent aux 12 enfants disparus le 23 mai 1981. Sophie Laroche, Claire Beaumont et les 10 autres. Tous là,
dans cette pièce souterraine, sous l'école où ils avaient étudié. La question qui brûle toutes les lèvres est évidente et terrible. Comment sont-ils arrivés là? Qui les y a mis? Et surtout, y sont-ils morts immédiatement ou ont-ils survécu un certain temps, prisonniers dans le noir, mourant lentement de faim, de soif, de terreur? L'enquête criminelle est rouverte immédiatement. Une équipe de 10 enquêteurs est mobilisée, le juge d'instruction désigné est Madame Claire Dubois, une magistrate réputée pour sa rigueur. Elle a 54 ans et a traité certaines des affaires criminelles les plus complexes de la région. Le 27 janvier, tous les anciens membres du personnel de l'école en 1981 sont convoqués pour interrogatoire. Madame Arnaud, l'ancienne directrice, est décédée en 2003. Monsieur Leclerc, l'enseignant, vit toujours reclus dans son village provençal. Il est interrogé, mais son état mental fragile et ses souvenirs confus le rendent peu utile à l'enquête. Les autres enseignants de l'époque ne peuvent fournir aucune information pertinente. Marcel Girard est convoqué le 28 janvier à 9 heures du matin. Il arrive au commissariat vêtu de son vieux manteau gris, marchant lentement avec sa canne. Son visage est celui d'un homme épuisé par les ans et par quelque chose de plus profond. Il est reçu par 2 enquêteurs dans une salle d'interrogatoire standard. Un espace blanc et froid avec une table en métal et 4 chaises. Les questions commencent de manière factuelle. Où était-il le 23 mai 1981? Réponse. À l'école, comme tous les jours. A-t-il remarqué quelque chose d'inhabituel? Réponse. Non, rien. Connaissait-il l'existence de cette pièce souterraine sous le bâtiment annexe? Réponse. Marcel se tait. Un long silence s'installe. Les enquêteurs attendent. Ils sont formés pour reconnaître ce moment spécifique où une personne interrogée hésite entre mentir et dire la vérité. Marcel regarde ses mains qui ont tenu tant d'outils pendant tant d'années. Puis, avec une voix basse, presque un murmure, il dit « Je savais ». Ces 2 mots, « je savais », changent immédiatement l'atmosphère de la salle d'interrogatoire. Les 2 enquêteurs se redressent sur leurs chaises. L'un d'eux active discrètement l'enregistreur audio posé sur la table. Marcel Girard garde les yeux baissés, ses doigts noueux agrippés au bord de la table en métal. « Que saviez-vous exactement, monsieur Girard ?» demande le premier enquêteur, une femme d'une 40aine d'années nommée Capitaine Nathalie Durand. Marcel prend une longue inspiration, comme s'il s'apprêtait à plonger dans une eau glacée. « Je connaissais cette pièce. J'ai toujours su qu'elle existait. C'est moi qui en avais la clé. » Le second enquêteur, le lieutenant Marc Olivier, se penche en avant. « Et qu'était cette pièce ?»« Un ancien abri anti-aérien, » répond Marcel. « Construit pendant la Seconde Guerre mondiale, quand l'école servait parfois de point de rassemblement pour la population du quartier lors des bombardements. Après la guerre, la pièce a été condamnée, jugée trop dangereuse à cause de problèmes structurels. On a coulé du béton par-dessus la trappe, mais j'avais gardé un passage alternatif. »« Pourquoi avoir gardé un accès à une pièce condamnée ?» demande Nathalie Durand. Marcel hésite. « Pour y ranger des choses, du matériel d'entretien que je n'utilisais plus, mais que je ne voulais pas jeter. Quelques meubles cassés. Des archives de l'école que personne ne regardait jamais. C'était pratique d'avoir un espace de stockage que personne d'autre ne connaissait. » Les enquêteurs échangent un regard. Cette explication est plausible, mais quelque chose dans le ton de Marcel suggère qu'il y a plus. « Monsieur Girard, » dit Marc Olivier d'une voix plus dure, « 12 enfants ont été retrouvés morts dans cette pièce. Des enfants qui ont disparu pendant une excursion scolaire. Comment expliquez-vous leur présence dans un endroit dont vous seul aviez la clé ?» Marcel lève enfin les yeux. Son regard est celui d'un homme hanté depuis trop longtemps. « Je ne les ai pas tués. Je vous le jure. Je n'ai jamais voulu qu'ils meurent. Jamais. Mais vous savez comment ils sont arrivés là ?» affirme Nathalie Durand. « Ce n'est pas une question. » Marcel hoche lentement la tête. « Oui, je sais. » Un silence oppressant emplit la salle. Les enquêteurs attendent, laissant la tension monter. C'est une technique classique, laisser la personne interrogée combler le vide. Ce n'était pas censé se passer comme ça, murmure finalement Marcel. Il n'était jamais censé aller aux calanques.
L'excursion devait être annulée. Les enquêteurs se regardent, perdus. « Expliquez-vous » ordonne Marc-Olivier. Marcel ferme les yeux. Le 22 mai, la veille de l'excursion, Madame Arnaud m'a convoqué dans son bureau. C'était en fin d'après-midi, après le départ de tous les élèves et de la plupart des enseignants. Elle était dans un état de panique que je ne lui avais jamais vu. Elle m'a dit qu'il y avait eu une erreur administrative grave concernant l'excursion du lendemain. Quelle erreur? Demande Nathalie Durand. L'assurance, répond Marcel. L'assurance scolaire pour les sorties éducatives n'avait pas été renouvelée à temps à cause d'un problème de paiement entre le rectorat et la compagnie d'assurance. Techniquement, les enfants n'étaient pas couverts. Si quelque chose se passait pendant l'excursion, la responsabilité retomberait entièrement sur l'école, sur la directrice, sur Monsieur Leclerc. Madame Arnaud venait juste de découvrir le problème en vérifiant les documents. Les enquêteurs écoutent, fascinés malgré eux par cette révélation inattendue. Elle voulait annuler l'excursion immédiatement, continue Marcel. Mais il y avait un problème. Le lendemain, le 23 mai, devait avoir lieu une inspection surprise de l'académie. Un inspecteur devait venir évaluer l'école, les méthodes pédagogiques, l'état des bâtiments. C'était crucial pour le maintien de certains financements. Madame Arnaud ne pouvait pas être absente. Et elle ne pouvait pas non plus laisser partir Monsieur Leclerc avec les enfants sans assurance. Elle aurait pu simplement annuler l'excursion et expliquer la situation aux parents, fait remarquer Marc-Olivier. Non, dit Marcel en secouant la tête. Vous ne comprenez pas, Madame Arnaud était obsédée par l'image de l'école. Toute sa carrière reposait sur la réputation de l'établissement. Admettre une erreur administrative aussi grave aurait été catastrophique pour elle. Les parents auraient perdu confiance. L'inspection de l'académie aurait été un désastre. Elle risquait de perdre son poste. Alors qu'a-t-elle fait? Demande Nathalie Durand, bien qu'elle commence à entrevoir la terrible réponse. Marcel respire profondément. Elle m'a ordonné de trouver une solution. Elle savait que j'étais quelqu'un de discret, de fiable, qui ne posait pas de questions. Elle m'a dit que si les enfants n'allaient pas vraiment au Calanque, s'ils restaient quelque part en sécurité pendant la journée et qu'on disait aux parents que l'excursion s'était bien passée, personne n'en saurait rien. Le lendemain, on régulariserait les assurances et la vie continuerait normalement. Les enquêteurs restent bouche bée. « Vous êtes en train de nous dire, articule lentement Marc-Olivier, que Madame Arnaud vous a demandé de cacher 24 enfants pendant une journée entière pour couvrir une erreur administrative? » « Oui, murmure Marcel. C'était de la folie. Je le savais, mais elle était ma supérieure. Elle m'a dit que c'était un ordre direct. Que si je refusais, elle s'arrangerait pour que je perde mon emploi. J'avais 39 ans, pas de diplôme, pas d'autres compétences que celles de concierge. J'avais besoin de ce travail pour survivre. Et vous avez accepté, constate Nathalie Durand sans jugement apparent dans la voix, mais l'accusation est claire. J'ai accepté, confirme Marcel, et une larme roule sur sa joue ridée. Dieu me pardonne, j'ai accepté. Il y a un moment de silence pendant lequel les enquêteurs laissent Marcel reprendre contenance. Puis Nathalie Durand pose la question essentielle. Qu'avez-vous fait exactement? Marcel s'essuie les yeux avec sa manche. Le 23 mai au matin, le plan était simple. Les enfants partiraient avec Monsieur Leclerc, comme prévu. Mais au lieu d'aller au Calanque, le chauffeur du bus devait les ramener discrètement à l'école par une autre entrée, celle du bâtiment annexe qui donnait sur une petite rue latérale. Moi, j'attendrais là-bas. On ferait entrer les enfants dans le sous-sol, dans la pièce souterraine que j'avais préparée. J'y avais installé des couvertures, des jeux, des livres, de la nourriture, de l'eau. Je leur dirais que c'était une partie spéciale de l'excursion, une sorte de jeu de cache-cache géant. Ils resteraient là quelques heures, pendant que l'inspection se déroulait à l'école principale. Puis, dans l'après-midi, on les ferait ressortir discrètement, remonter dans le bus, et on raconterait à tout le monde qu'ils revenaient des Calanques. Mais ça ne s'est pas passé comme ça, dit Marc-Olivier. Non, répond Marcel dans un souffle, ça ne s'est pas passé comme ça du tout. Les enquêteurs attendent. Marcel prend son temps, rassemblant ses souvenirs de cette journée cauchemardesque.
Le matin, je suis arrivé à l'école très tôt, vers 6 heures. J'ai préparé la pièce souterraine. J'ai descendu des sacs de provisions, des bouteilles d'eau, des couvertures, même une petite radio à pile pour que les enfants ne s'ennuient pas. J'ai vérifié que tout était prêt. Puis, j'ai attendu. À 8h45, le bus est parti avec les enfants et Monsieur Leclerc. Madame Arnaud m'avait assuré que le chauffeur, Robert Castellane, était au courant du plan. Elle lui avait parlé la veille, lui expliquant qu'il s'agissait d'une activité pédagogique spéciale. Castellane devait emmener le bus faire un tour de la ville pour que Monsieur Leclerc et les enfants croient vraiment partir au Calanque, puis revenir discrètement à l'école par l'arrière. Mais, encourage Nathalie Durand. Mais, continue Marcel, sa voix se brisant, Castellane n'a jamais reçu ses instructions, ou bien Madame Arnaud ne lui a jamais parlé, ou bien il n'a pas compris. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que le bus est vraiment parti au Calanque, avec tous les enfants, avec Monsieur Leclerc. Les enquêteurs échangent un regard stupéfait. « Attendez, » dit Marc-Olivier. « Vous êtes en train de nous dire que le plan a échoué dès le départ? Que les enfants sont vraiment allés au Calanque ?»« Oui, » confirme Marcel. « J'ai attendu près de l'entrée arrière du bâtiment annexe pendant 1 heure. Aucun bus. J'ai commencé à paniquer. J'ai essayé de joindre Madame Arnaud, mais elle était en réunion avec l'inspecteur de l'académie. Impossible de la déranger. J'ai attendu encore. Rien. Que s'est-il passé ensuite ? Demande Nathalie Durand. Marcel déglutit péniblement. Vers 11h30, Madame Arnaud est sortie de sa réunion. Je l'ai trouvée dans son bureau et je lui ai expliqué que le bus n'était jamais venu. Elle est devenue livide. Elle a immédiatement compris qu'il y avait eu un problème de communication. Elle a essayé d'appeler le chauffeur, mais à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, pas de moyen de les joindre. Elle a commencé à paniquer vraiment. C'est à ce moment-là que le premier appel de la police est arrivé, continue Marcel. Monsieur Leclerc venait de signaler la disparition de 12 enfants au Calanque. Madame Arnaud a pris l'appel. Je la voyais à travers la vitre de son bureau. Son visage était celui de quelqu'un qui réalise que sa vie vient de basculer dans le cauchemar. « Attendez, interrompt Marc-Olivier. Si les enfants étaient vraiment au Calanque, comment se sont-ils retrouvés dans la pièce souterraine de l'école ?» Marcel ferme les yeux. C'est le moment crucial de son témoignage. Parce qu'ils n'ont jamais disparu au Calanque. C'est ça le secret, c'est ça le mensonge. Les enquêteurs sont complètement perdus maintenant. « Expliquez-vous clairement », ordonne Nathalie Durand. « Les 12 enfants soi-disant disparus au Calanque, » dit Marcel d'une voix tremblante, « n'ont jamais mis les pieds sur ce sentier. Ils étaient déjà dans la pièce souterraine depuis le matin. » Un silence abasourdi suit cette déclaration. Puis Marc-Olivier explose. « Mais vous venez de nous dire que le plan avait échoué, que le bus était vraiment parti au Calanque. » « Le bus est parti au Calanque, » confirme Marcel, « mais pas avec tous les enfants. » La révélation de Marcel Girard laisse les enquêteurs dans un état de confusion absolue. Nathalie Durand se lève, fait quelques pas dans la salle exiguë, puis se rassoit. « Monsieur Girard, vous devez nous expliquer exactement, minute par minute, ce qui s'est passé ce matin-là. Et cette fois, sans omission. » Marcel hoche la tête. Son visage est celui d'un homme qui porte un fardeau insupportable depuis 29 ans et qui est soulagé, d'une certaine manière horrible, de pouvoir enfin le déposer. Le plan initial de Madame Arnaud était que tous les enfants reviennent à l'école dans le bus, commence-t-il. Mais dans la nuit du 22 au 23 mai, elle a réalisé que c'était trop risqué. Si quelqu'un voyait 24 enfants descendre d'un bus devant l'école alors qu'ils étaient censés être au Calanque, tout s'effondrerait. Elle a donc changé le plan. « Comment ?» demande Marc-Olivier. « Le 23 mai, très tôt le matin, vers 7 heures, bien avant l'arrivée des autres élèves, elle a fait venir les 12 enfants d'une de ses listes avec leurs parents. Elle leur a dit qu'il y avait eu un changement de dernière minute concernant l'excursion, que seulement 12 enfants pouvaient partir à cause d'une limitation du nombre de places dans le bus. Les 12 autres participeraient à une activité éducative alternative à l'école même, une sorte de journée spéciale, d'ateliers et de jeux pédagogiques. Les enquêteurs écoutent,
horrifiés parce qu'ils commencent à comprendre. Les parents n'ont pas protesté, continue Marcel. Madame Arnaud était très convaincante. Elle a expliqué que c'était une opportunité unique, que leurs enfants auraient une attention personnalisée, que ce serait même mieux qu'une excursion dans la chaleur. Elle a distribué des papiers officiels à signer, des décharges modifiées. Les parents ont signé et sont partis travailler, laissant leurs enfants à l'école. Sophie Laroche était parmi ces 12 enfants, demande Nathalie Durand. Oui, confirme Marcel. Sophie, Claire Beaumont et 10 autres. Je ne sais pas comment Madame Arnaud a choisi. Peut-être au hasard. Peut-être selon un critère que je ne connais pas. Et ensuite, presse Marc Olivier, à 8h30, les 12 autres enfants sont arrivés pour l'excursion au Calanque. Monsieur Leclerc a fait l'appel. Il a compté 24 enfants, parce que Madame Arnaud avait gardé les 12 enfants de substitution dans une autre salle, puis les avait fait sortir discrètement pour rejoindre le groupe au moment du comptage. Leclerc ne connaissait pas tous ses élèves par cœur, pas au point de reconnaître instantanément si c'était exactement les bons visages. Et il a vu 24 enfants, il a coché 24 noms sur sa liste, il n'a pas remarqué la substitution. « Mon Dieu !» murmure Nathalie Durand. Le bus est parti avec 12 des enfants originaux et 12 enfants de substitution, poursuit Marcel. Pendant ce temps, j'ai emmené les 12 vrais enfants qui devaient aller au Calanque vers le bâtiment annexe. Je leur ai dit qu'on allait faire une activité spéciale, très amusante. Je les ai fait descendre dans la pièce souterraine. Ils étaient excités, curieux. C'était comme une aventure pour eux. « Et vous les avez enfermés » dit Marc Olivier, la voix dure. Je leur ai dit que c'était un jeu, se défend faiblement Marcel, que je reviendrais les chercher dans quelques heures, qu'ils devaient être sages et tranquilles. J'ai fermé la trappe, j'ai bloqué l'autre accès, je pensais vraiment revenir 2 heures plus tard. Mais vous n'êtes jamais revenu, constate Nathalie Durand. Marcel secoue la tête, les larmes coulant librement maintenant. Quand l'appel de la police est arrivé à 11h30, signalant que 12 enfants avaient disparu au Calanque, Madame Arnaud a complètement paniqué. Elle m'a attrapé par le bras, m'a tiré dans son bureau, a fermé la porte. Elle était hystérique. Elle répétait « Que s'est-il passé? Comment est-ce possible ?» Je ne comprenais pas non plus, continue Marcel. Selon son plan, les 12 enfants de substitution devaient rester avec Monsieur Leclerc toute la journée, rentrer avec lui. Comment avaient-ils pu disparaître? C'est là que tout s'est éclairci d'une manière horrible, dit-il. Madame Arnaud a téléphoné à Robert Castellane, le chauffeur. Elle l'a joint à une cabine près des Calanques. Elle lui a posé des questions confuses, essayant de comprendre, et Castellane lui a expliqué ce qui s'était passé. Marcel prend une grande inspiration. Au départ des Calanques, quand il était temps de remonter dans le bus à 15h30, seulement 12 enfants sont revenus. Monsieur Leclerc était en état de choc, incapable d'expliquer clairement ce qui s'était passé. Castellane a supposé que les 12 autres avaient eu un accident ou s'étaient perdus sur le sentier. Il ne pouvait pas savoir que les 12 enfants manquants n'étaient jamais censés être là en premier lieu. « Attendez !» interrompt Nathalie Durand. « Vous êtes en train de nous dire que les 12 enfants de substitution se sont réellement perdus ou ont disparu au Calanque ?»« Non !» répond Marcel. « C'est ça, l'horrible vérité. Les 12 enfants de substitution n'ont jamais disparu. Ils étaient les 12 qui sont rentrés avec le bus. » Les enquêteurs mettent un moment à comprendre l'ampleur de ce que Marcel vient de révéler. Marc Olivier articule lentement « Vous voulez dire que les 12 enfants qui sont rentrés des Calanques ce soir-là n'étaient pas les 12 disparus ?» Exactement, confirme Marcel. Madame Arnaud avait créé 2 groupes. Le groupe A, les 12 enfants qui devaient aller au Calanque selon le plan original. Le groupe B, les 12 enfants de substitution qui devaient rester à l'école. Mais elle a inversé les groupes au dernier moment. Elle a envoyé le groupe B au Calanque et gardé le groupe A à l'école. Quand le groupe B est revenu des Calanques, tout le monde a cru que c'étaient les survivants du groupe A. Mais les parents, objecte Nathalie Durand, les parents auraient reconnu leurs propres enfants. Les parents du groupe A pensaient que leurs enfants étaient au Calanque, explique Marcel. Quand la nouvelle de la disparition est arrivée,
Ils ont été contactés en tant que parents d'enfants disparus. Ils n'ont jamais vu les enfants qui sont revenus parce qu'ils étaient trop occupés à les chercher dans les calanques. Les parents du groupe B ont récupéré leurs enfants le soir même. Ils savaient que leurs enfants étaient revenus sains et saufs. Mais ils croyaient que leurs enfants avaient participé à la journée d'activité spéciale à l'école, pas qu'ils étaient allés aux calanques. « C'est impossible », dit Marc-Olivier. « Comment Madame Arnaud a-t-elle pu coordonner une telle confusion ?»« Elle n'a pas eu besoin de coordonner grand-chose, » répond Marcel. « Le chaos a fait le travail pour elle. » Quand la nouvelle de la disparition s'est répandue, tout était confusion. Les noms sur les listes étaient mélangés. Les témoignages étaient contradictoires. Madame Arnaud a simplement laissé tout le monde croire ce qu'il voulait croire. Elle a manipulé les documents administratifs. Elle a dit aux parents du groupe B de ne parler à personne de la journée spéciale à l'école, que c'était pour éviter la jalousie des autres parents. Ces familles n'ont jamais su que leurs enfants étaient officiellement listés comme ayant participé à l'excursion aux calanques. Les enquêteurs sont stupéfaits par la complexité et l'audace du mensonge. « Et les 12 vrais enfants ?» demande Nathalie Durand d'une voix blanche. « Ceux qui étaient dans la pièce souterraine, Sophie Laroche et les autres. » Marcel baisse la tête, sa voix n'est plus qu'un murmure rauque. Quand Madame Arnaud a réalisé l'ampleur du désastre, quand elle a compris que la police était impliquée et que c'était devenu une affaire nationale, elle a paniqué complètement. Elle est venue me trouver le soir même du 23 mai. Elle était comme folle. Elle m'a dit qu'on ne pouvait pas faire ressortir les enfants maintenant, que si on les faisait ressortir, tout serait découvert. Son plan insensé, sa manipulation, elle serait détruite, emprisonnée. « Qu'avez-vous fait ?» demande Marc-Olivier, même s'il connaît déjà la réponse horrible. « Elle m'a ordonné de les laisser là, » dit Marcel, et c'est comme si chaque mot lui arrache un morceau d'âme. Elle m'a dit que dans quelques jours, quand les recherches aux calanques seraient terminées sans résultat, elle trouverait un moyen de les faire réapparaître, de dire qu'ils s'étaient perdus ailleurs, qu'ils avaient eu une amnésie, n'importe quoi, que c'était juste pour quelques jours. « Mais ça n'a pas été quelques jours, » dit Nathalie Durand. « Non, » sanglote Marcel. « Le lendemain, le 24 mai, j'ai voulu descendre, leur donner plus de nourriture, plus d'eau. Madame Arnaud m'a interdit formellement. Elle disait que c'était trop risqué, qu'avec tous les policiers et les journalistes autour de l'école, quelqu'un pourrait me voir. Elle disait d'attendre encore un peu. Le 25 mai, j'ai essayé de la raisonner. Je lui ai dit qu'il fallait les sortir maintenant, que chaque jour qui passait rendait tout pire. Elle m'a menacé. Elle m'a dit que si je disais quoi que ce soit, elle s'arrangerait pour que je sois accusé de tout. L'enlèvement, la séquestration, que j'irais en prison jusqu'à la fin de mes jours. Et vous l'avez cru, constate Marc-Olivier sans cacher son dégoût. J'avais peur, pleure Marcel. J'étais faible, j'étais lâche. Je pensais que peut-être les enfants survivraient quelques jours de plus, que je trouverais un moment pour descendre discrètement leur porter de l'aide. Le 27 mai, tard dans la nuit, je suis descendu, continue-t-il d'une voix brisée. J'ai ouvert la trappe, j'ai appelé doucement. Pas de réponse. J'ai descendu une échelle, j'ai allumé ma lampe torche, et j'ai vu. Il ne peut pas continuer. Il pleure de manière incontrôlable maintenant. Ils étaient tous morts, termine Nathalie Durand pour lui. Les 12 enfants étaient morts. Marcel hoche la tête. La pièce n'avait aucune ventilation, presque aucun air. J'avais oublié ce détail crucial. Avec 12 enfants enfermés là-dedans, l'oxygène s'est épuisé rapidement. Ils sont morts asphyxiés. Probablement dans les 24 premières heures, peut-être même plus tôt. « Qu'avez-vous fait » demande Marc-Olivier. « J'ai remonté l'échelle, » dit Marcel. « J'ai refermé la trappe. J'ai coulé du béton par-dessus, beaucoup de béton, jusqu'à ce qu'il soit impossible de deviner qu'il y avait quoi que ce soit en dessous. Puis j'ai vécu avec ça, chaque jour, chaque nuit, pendant 29 ans. Et Madame Arnaud ?» demande Nathalie Durand. « Elle n'a jamais su qu'ils étaient morts ?» répond Marcel. Ou peut-être qu'elle s'en doutait, mais ne voulait pas savoir. On n'en a jamais reparlé. Jamais. Pendant des années, on s'est croisés tous les jours dans cette école et on a fait comme si rien ne s'était passé. Comme si 12 enfants n'étaient pas morts à cause de nos décisions.
de notre lâcheté. Un long silence emplit la salle d'interrogatoire. Puis, Marc-Olivier pose une dernière question. Les 12 enfants qui sont rentrés des Calanques ce soir-là, ceux du groupe B, savaient-ils quelque chose? Non, répond Marcel. Ils croyaient vraiment avoir passé la journée aux Calanques avec M. Leclerc. Madame Arnaud leur avait fait répéter une histoire, des détails à raconter s'ils étaient interrogés. Elle leur avait dit que c'était un jeu, un test de mémoire. Ces enfants ont vécu toute leur vie en croyant qu'ils avaient survécu à une tragédie mystérieuse, alors qu'en réalité, ils n'ont jamais été en danger. Les vraies victimes étaient celles qui étaient censées rentrer chez elles ce soir-là, mais qui sont mortes enfermées sous leur école. Le témoignage de Marcel Girard déclenche une onde de choc dans toute la France. Les médias relaient l'histoire avec une intensité rarement vue. Ce n'est plus seulement une affaire de disparition résolue, c'est la révélation d'une manipulation systémique, d'une dissimulation qui a duré 3 décennies, d'une culpabilité partagée qui a détruit plus de vies que celle des 12 enfants morts. Le 29 janvier 2010, Marcel Girard est placé en garde à vue. Il est accusé de séquestration ayant entraîné la mort, de non-assistance à personne en danger et de dissimulation de cadavres. Son avocat plaide la contrainte et la manipulation, arguant que Madame Arnaud était la véritable responsable, mais les faits sont là. Marcel a enfermé 12 enfants dans une pièce sans ventilation et les y a laissés mourir. Madame Geneviève Arnaud est décédée en 2003. Elle ne peut donc pas être jugée, mais son nom est désormais synonyme de l'une des pires tragédies éducatives de l'histoire française. Les enquêteurs fouillent dans ses archives personnelles, retrouvent des documents qui confirment le témoignage de Marcel, des notes manuscrites, des listes de noms, des brouillons de plans. Tout est là, méticuleusement préservé, comme si une partie d'elle savait que la vérité finirait par émerger. Le 31 janvier, les 12 survivants de l'excursion de 1981 sont contactés par la police. Ils ont maintenant 40 ans. Certains vivent encore à Marseille, d'autres se sont dispersés à travers la France et le monde. On leur explique la vérité. Ils n'étaient pas les survivants, ils étaient les enfants de substitution, ils n'ont jamais été en danger. Les vrais enfants censés aller aux Calanques sont ceux qui sont morts. La réaction est dévastatrice. Certains refusent de croire, d'autres sombrent dans une crise identitaire profonde. Pendant 29 ans, ils ont vécu avec le traumatisme de survivants, la culpabilité d'avoir survécu alors que leurs camarades sont morts. Et maintenant, on leur dit que tout était un mensonge, qu'ils n'ont pas survécu à quelque chose d'horrible. Ils ont simplement été manipulés dans un jeu cynique d'une directrice d'école terrifiée par les conséquences de sa propre incompétence. Hélène Laroche apprend enfin ce qui est arrivé à sa fille Sophie. Sophie n'est pas morte dans les Calanques, perdue dans la nature méditerranéenne. Sophie est morte à quelques centaines de mètres de leur appartement de la rue Nationale, enfermée sous l'école où elle allait chaque jour, asphyxiée dans le noir avec 11 autres enfants. Cette révélation est peut-être plus horrible que 29 ans d'incertitude. Le 3 février, Hélène demande à visiter la scène. Les autorités hésitent, mais finalement acceptent. Elle descend dans la pièce souterraine, maintenant éclairée par des projecteurs de la police scientifique. Elle voit l'espace minuscule et étouffant où sa fille a passé ses dernières heures. Elle s'imagine Sophie, terrifiée dans le noir, appelant à l'aide, personne ne venant. Elle tombe à genoux et pleure d'une manière qui glace le sang des policiers présents. Les analyses médico-légales confirment le témoignage de Marcel. Les 12 enfants sont morts d'asphyxie dans les 24 à 36 heures suivant leur enfermement. Certains ont survécu un peu plus longtemps que d'autres, consommant l'oxygène, restant dans des tentatives désespérées de respirer. Les médecins expliquent que la mort aurait été progressive, accompagnée d'une détresse respiratoire croissante, de maux de tête, de confusion, puis d'inconscience. C'est une consolation terrible, mais nécessaire pour les familles. Leurs enfants n'ont probablement pas souffert longtemps. L'hypoxie aurait induit une sorte d'état comateux avant la fin. Le procès de Marcel Girard commence en septembre 2010. C'est l'un des procès les plus médiatisés de la décennie.
La salle d'audience est remplie de journalistes, de familles des victimes, de curieux. Marcel, maintenant âgé de 68 ans, apparaît comme un homme détruit. Il a vieilli de 10 ans en quelques mois. Ses cheveux sont complètement blancs, son dos est voûté, ses mains tremblent constamment. Son avocat tente de plaider la responsabilité atténuée, arguant que Marcel était lui-même une victime de la manipulation de Madame Arnaud, qu'il agissait sous contrainte hiérarchique, qu'il n'avait pas l'intention de tuer les enfants. Mais le procureur est implacable. Il décrit en détail comment Marcel a coulé du béton sur la trappe, comment il a vécu pendant 29 ans en gardant le secret, comment il a regardé les familles souffrir sans jamais dire la vérité. Les témoignages des familles sont déchirants. Hélène Laroche, maintenant âgée de 76 ans, monte à la barre. Elle décrit 29 ans d'attente, d'espoir insensé, de refus d'accepter. Elle parle de la chambre de Sophie qu'elle a gardée intacte pendant des décennies. Elle parle de son mari Daniel, mort de chagrin. Elle regarde Marcel directement et lui demande « Comment avez-vous pu vivre chaque jour en sachant ?» Marcel pleure mais ne répond pas. Que pourrait-il dire qui changerait quoi que ce soit? Le verdict tombe en novembre 2010. Marcel Girard est reconnu coupable de séquestration ayant entraîné la mort sans intention de la donner, de non-assistance à personne en danger et de dissimulation de cadavre. Il est condamné à 15 ans de prison. À 68 ans, c'est pratiquement une condamnation à perpétuité. Son avocat fait appel, mais Marcel refuse. Il dit qu'il mérite pire, qu'il a mérité de pourrir en prison depuis 1981. En parallèle du procès criminel, une enquête administrative massive est lancée sur l'éducation nationale. Comment un tel dysfonctionnement a-t-il pu se produire? Comment une directrice d'école a-t-elle pu manipuler des documents, créer une fausse réalité, sans que personne ne s'en aperçoive? Les conclusions sont accablantes. Le système était trop bureaucratique, trop fragmenté. Les vérifications croisées étaient insuffisantes. La pression sur les directeurs d'établissement pour maintenir une image parfaite créait un environnement où dissimuler les problèmes semblait préférable à les révéler. Des réformes sont mises en place, de nouveaux protocoles pour les sorties scolaires, des vérifications obligatoires par plusieurs personnes indépendantes, des audits réguliers, mais rien de tout cela ne ramènera Sophie Laroche, Claire Beaumont et les 10 autres enfants. En décembre 2010, une cérémonie commémorative est organisée à Marseille. Un monument est érigé dans le parc de la colline Puget, un espace vert sur les hauteurs de la ville avec une vue sur la Méditerranée. Le monument est une sculpture en bronze représentant 12 enfants se tenant la main en cercle. Sur une plaque, leurs noms sont gravés. Sophie Laroche, Claire Beaumont, Luc Martin, Antoine Garnier, Marguerite Blanc, Marine Fontaine, Julien Mercier, Émilie Laurent, Nicolas Bernard, Isabelle Roux, Mathieu Simon, Cécile Vidal. Tous nés en 1970, tous morts en mai 1981. Tous à cause d'une série de décisions insensées prises par des adultes qui auraient dû les protéger. Les 12 personnes qui étaient les survivants pendant 29 ans assistent à la cérémonie. C'est étrange et douloureux pour eux. Ils pleurent des camarades qu'ils pensaient avoir perdus dans les calanques, mais qui en réalité sont morts à un endroit complètement différent. Ils pleurent aussi la perte de leur propre identité, de la narration qui a défini leur vie pendant 3 décennies. Hélène Laroche vit encore. À 76 ans, elle a finalement pu faire son deuil de Sophie, même si ce deuil est compliqué par la connaissance horrible des circonstances réelles de sa mort. Elle visite le monument chaque semaine, dépose des fleurs fraîches, parle doucement à Sophie comme si sa fille pouvait l'entendre. Vincent Leclerc meurt en 2011, 6 mois après le procès, d'une pneumonie. Il avait 65 ans. Certains disent que c'est la révélation de la vérité qui l'a tué. Pendant 29 ans, il a vécu en croyant qu'il était responsable de la disparition de 12 enfants. Puis, il a appris que ses enfants n'ont jamais été sous sa garde, qu'il a été manipulé, qu'il était une victime autant qu'un acteur de cette tragédie. Son esprit, déjà fragile, n'a pas supporté cette révélation finale. Marcel Girard est incarcéré à la prison des Baumettes à Marseille.
Il passe ses journées dans sa cellule, lisant, écrivant des lettres d'excuses aux familles que la plupart refusent de lire. Il ne reçoit jamais de visite. En 2013, 3 ans après sa condamnation, il meurt d'un arrêt cardiaque dans sa cellule. Il avait 71 ans. Certains pensent que c'est un suicide déguisé, une manière pour lui de choisir enfin sa sortie. D'autres disent simplement que son cœur, rongé par la culpabilité, a simplement cessé de battre. L'histoire des 12 enfants disparus de Marseille devient un cas d'étude dans les universités, les écoles de police, les formations de psychologie. C'est un exemple parfait de la manière dont de petites décisions, prises par peur ou par orgueil, peuvent s'accumuler et mener à des catastrophes inimaginables. C'est aussi un rappel que parfois, les mystères les plus inexplicables ont des explications terriblement banales. Il n'y avait pas de serial killer, pas d'enlèvement organisé, pas de phénomène surnaturel. Juste une directrice d'école terrifiée par une erreur administrative et un concierge trop faible pour lui résister. Les Calanques, où tout était censé se passer, restent un lieu de beauté naturelle spectaculaire. Des milliers de personnes les visitent chaque année, ignorant probablement qu'elles marchent sur les mêmes sentiers où une illusion tragique a été créée il y a plus de 40 ans maintenant. L'école Jules Ferry a été complètement rénovée en 2012. Les bâtiments annexes ont été rasés et remplacés par des structures modernes. Il ne reste aucune trace physique de la pièce souterraine où 12 enfants ont perdu la vie, mais la mémoire demeure. Cette affaire nous montre comment la peur des conséquences peut pousser des gens ordinaires à prendre des décisions extraordinairement mauvaises. Elle révèle aussi comment des systèmes bureaucratiques rigides peuvent créer des environnements où dissimuler les problèmes semble préférable à les affronter. Qu'en pensez-vous? Auriez-vous remarqué les anomalies dans cette histoire si vous aviez été là en 1981? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si ce type d'investigation approfondie vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Laissez un j'aime si cette histoire vous a marqué et partagez avec quelqu'un qui s'intéresserait également à des affaires aussi complexes.